Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, que vous soyez ici dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins ou fidèlement installé devant votre écran de télévision sur la chaîne KTO, évidemment. Alors ce soir, il va être question de ce que l'on nomme en France la première priorité nationale. Je veux parler bien évidemment de l'école dont les missions ont beaucoup évolué au gré des nombreuses réformes dont elle a fait l'objet, notamment depuis une trentaine d'années. L'école dont notre société, au fond, attend toujours plus, mais dont le bilan, on va le voir, est pour le moins contrasté. Alors l'ambition de notre débat, ce ne sera pas de traiter de la question scolaire dans son ensemble, ce serait un trop vaste projet, mais plutôt de tenter de discerner ce dont les générations à venir ont le plus besoin pour affronter le monde, notre monde et sa complexité. Quelle mission pour l'école du XXIe siècle? C'est le thème de notre débat. Trois invités pour en parler, que je remercie par avance d'avoir accepté d'être là, à commencer par vous, Père Jacques de Longeau. Alors je vous remercie doublement parce que vous étiez de service dimanche, il faut le dire, en assurant avec la sociologue, comment s'appelle-t-elle? Martine Ségalen. Martine Ségalen, merci. La première conférence de Carême, et c'est sans doute très impressionnant de parler depuis Notre-Dame. Vous êtes théologien, vous êtes le coordinateur du département Sociétés humaines et responsabilité éducative du Collège des Bernardins. Oui, co-directeur avec M. Jacques Arène. Oui. Voilà, Jacques Arène. Et vous avez coordonné un récent colloque dont les actes sont ici, qui s'est déroulé au Collège des Bernardins sur le thème des héritiers sans testament, éduqués pour un monde ouvert. Un beau sujet. Normalement, il y a un point d'interrogation, hein, mais l'éditeur l'a enlevé, mais il y a un point d'interrogation sur... Ce sera peut-être le sujet de notre débat aujourd'hui, justement. À vos côtés, Anne Coffinier. Anne Coffinier, vous êtes un exemple de réussite scolaire, puisque vous êtes normalienne, énarque, ancienne diplomate, et puis, en tant que spécialiste en sciences de l'éducation et pédagogie, eh bien, vous avez contribué à créer une fondation ô combien originale, la Fondation pour l'école, ça remonte à 2007, et depuis, vous dirigez l'association Créer son école. Alors, Créer son école, c'est bien ce que vous avez entendu. Le but est d'inciter et de soutenir la création d'écoles hors contrat. Voilà, et vous espérez bien sûr voir favoriser dans ces écoles l'émancipation de l'élève et le développement de son autonomie. On aura bien sûr l'occasion d'en parler. À vos côtés, enfin, Alain Bentolila. Bonsoir. Alors, vous êtes un professeur de linguistique à l'Université de Paris-Descartes. Vous êtes un conseiller scientifique de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et de l'Observatoire national de la lecture. Vous êtes un auteur prolixe qui a travaillé d'abord sur un certain nombre de rapports pour le compte du gouvernement, que ce soit sur la grammaire, le vocabulaire, l'école maternelle. Et puis, je le disais, vos livres. Alors, j'ai amené là Tout sur l'école aux éditions Odile Jacob, de même que cette urgence école, toujours chez Odile Jacob. Et puis, sauf erreur, vous me corrigez si je me trompe, le plus récent... Non, c'est l'autre. C'est l'autre. Bon, je le présente quand même celui-là, parce qu'il est... Le sujet est ô combien intéressant, le verbe contre la barbarie. Ça, c'est sans doute le linguiste qui parle. Alors, je vous propose, pour entrer pleinement dans ce débat, de commencer par un petit bilan. Alors, je vais m'y essayer, puis vous allez me contredire ou aller plus loin dans ce bilan. Il me semble que si le 19e siècle a été le siècle de l'édification de l'école de la République, on pourrait dire que le 20e siècle est celui de la démocratisation. Et que de ce point de vue-là, les politiques qui ont été menées ont, au moins statistiquement, semblé atteindre leur objectif. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette réalité de la démocratisation de l'enseignement en France? Alain Bentolila, pour commencer. Si vous voulez, ce qu'on peut dire de façon un peu brutale, c'est que si l'école a réussi la massification, en levant la barrière de l'examen de 6e, qui, je vous le rappelle quand même, excluait un nombre considérable d'enfants des études longues, elle a donc fait rentrer dans le système infiniment plus d'enfants qu'il y en avait avant. Pour autant, en faisant cela, elle a pris l'engagement de les mener tous aussi loin que possible et en ayant une volonté de leur donner à tous les moyens de vivre ensemble et d'agir sur le monde. On peut dire, si vous voulez, que si elle a réussi la massification, elle a
partiellement au moins, raté la démocratisation. Et les 66% ou 70% de réussite au baccalauréat ne sont qu'un leurre. Et l'universitaire que je suis peut vous dire que quand je reçois à Bac+2, Bac+3 des étudiants aujourd'hui à l'université, je me rends compte à quel point ils ont été bercés par de la complaisance et à quel point il est cruel lorsqu'ils arrivent chez moi que je leur dise monsieur, parce que ce sont souvent des hommes, des jeunes hommes, je ne comprends pas ce que vous avez écrit, c'est-à-dire vous êtes incapable de mettre en mots votre pensée pour quelqu'un d'autre. Or, c'est là, à mon sens, ce que l'école aurait dû leur apprendre. Anne Coffinier, vous parlez d'une crise structurelle de l'école que vous qualifiez de catastrophique, et vous allez même jusqu'à dire qu'elle menace les bases même de notre civilisation. Oui, parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'on aurait réussi la massification? Qu'est-ce que ça veut dire si en pratique, aujourd'hui, alors vous me corrigerez les chiffres, personne n'est d'accord sur les chiffres, mais enfin, grosso modo, on a un enfant sur 5, un enfant sur 6, un enfant sur 4, on ne sait pas très bien, qui ne peut pas réellement lire et qui ne peut pas réellement s'exprimer avec précision. Qu'est-ce que ça veut dire, dans ce cas-là, avoir réussi la massification? Est-ce que c'est simplement les avoir tous mis dans un établissement, tous ensemble? Comme on dit, tous ensemble, tous ensemble. Quel est l'intérêt? Alors, je pense qu'une société comme la nôtre, qui est une société de la connaissance, comme on dit, une société de l'intelligence plus que jamais, une société qui est d'ailleurs sans pitié par rapport à avant, pour ceux qui peuvent traîner la patte, qui peut aujourd'hui se débrouiller sans savoir lire et écrire? Qui peut se débrouiller sans savoir parler correctement, maîtriser le langage, même parfois maîtriser une langue étrangère? C'est devenu vraiment quelque chose d'extrêmement rédhibitoire. Donc oui, la situation est catastrophique, et je pense qu'on peut toujours dire que la massification a été réussie. Mais ce que je vois en tout cas, c'est qu'on ne peut pas parler de démocratisation, et qu'en réalité, il y a même un recul par rapport à la situation précédente, la situation actuelle. Pourquoi? Parce qu'avant, les bases étaient mieux maîtrisées par l'ensemble de la population. Bien sûr, il y avait moins de gens qui allaient au-delà, mais les bases étaient plus fermement maîtrisées par l'ensemble de la population. Tout le monde, et j'en prends à témoin les gens qui sont ici ce soir, tout le monde a l'expérience de grands-parents qui avaient à peine le certificat d'études et qui étaient parfaitement capables de s'exprimer et d'écrire dans un français remarquable. Et souvent de corriger les parents, nos propres parents, et souvent de nous corriger nous-mêmes. Aujourd'hui, avec l'équivalent du certificat d'études, et même l'équivalent du baccalauréat, on peut rire doucement. Père Delongeau, je note que l'ouvrage d'Alain Bentolila, Urgence École, est sous-titré « Le droit d'apprendre, le devoir de transmettre ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est vraiment l'élément principal, ce devoir de transmettre, aujourd'hui, pour le monde éducatif, scolaire? Alors justement, c'est un des thèmes de réflexion que nous avons ici, dans le travail que nous faisons ici. Tout ce thème autour, cette réflexion autour de la transmission, de l'éducation, on voit bien qu'il y a... Moi, je voudrais dire qu'à ce sujet, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact culturel qu'a eu et qu'a toujours sur notre temps les grands drames du XXe siècle. Et en particulier, là, peut-être que je reprends les questions peut-être de manière un peu fondamentale, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais en particulier, il y a quand même... Après les 2 guerres mondiales, l'idée de toute une disqualification d'une génération par la génération suivante en disant « voilà ce qu'a produit un peu votre monde ». Voilà. Et donc, et en particulier aussi, une espèce de disqualification des différentes formes d'autorité et la manière dont l'autorité s'exprime, les analyses classiques de l'autorité, les différentes figures d'autorité, on peut les reprendre les unes après les autres et voir comment, d'une manière ou d'une autre, elles ont été disqualifiées, discréditées par ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a cet impact fort aujourd'hui sur notre culture. D'où, aujourd'hui, la question, c'est il n'y a pas possibilité de transmettre, et il faut transmettre aux enfants les bases, apprendre à lire, à écrire, à compter, qui sont ces bases, supposent une transmission de ces savoirs, mais ça suppose aussi, du coup, l'exercice d'une certaine autorité. Et on ne veut évidemment pas revenir
à une vision, disons, alors, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, mais autoritaire de l'autorité. Je pense que tout le problème est là. Comment avoir un exercice de l'autorité, mais qui permette à l'enfant de grandir, de s'épanouir. Comment est-ce que les deux sont conciliables? Peut-être qu'on pourra, on pourra réfléchir là-dessus. Mais je pense qu'une des difficultés de l'école aujourd'hui, c'est la question du bilan que vous posez, c'est justement de pouvoir retrouver une forme d'autorité des professeurs, des maîtres vis-à-vis de leurs élèves, qui soit vraiment comprise comme un service de l'élève et qui leur permette précisément de pouvoir acquérir ces savoirs et ces compétences. Alors, il y a une distinction entre les deux termes, savoir, compétences, mais à les acquérir pour justement ensuite construire leur vie, puisque c'est quand même ça qui est en jeu. Alors Anne Coffinier, sur ce thème de l'autorité perdue du maître. Une chose qui me paraît essentielle, c'est que on a voulu faire de l'enfant un adulte. On a voulu faire comme si c'était un adulte. Donc ça, c'est une pédagogie mûrement réfléchie et mise en œuvre dans l'école. Et bon, on peut trouver ce type d'attitude dans le contexte international, par exemple, ou dans le contexte juridique avec la proclamation des droits de l'enfant. C'est-à-dire l'enfant est titulaire de droits à part entière et c'est un être déjà autonome. Donc cette attitude-là, pour moi, est à la base même de la mort de l'autorité. Parce que pourquoi il y a une autorité ? Parce que l'enfant est un être en devenir. C'est un être qui est appelé à devenir un homme plein, qui est appelé à devenir lui-même, devient ce que tu es. Et ce processus d'humanisation, ce processus-là, c'est l'acte même d'éducation. Et le maître tire son autorité du fait que justement, lui, normalement, il est censé être un homme plein. Et il prend par la main l'enfant et il l'aide à faire ce chemin avec beaucoup de délicatesse. C'est quelque chose de très, très subtil. Et on ne peut certainement pas faire une éducation à la baguette en disant « deviens un homme, mon fils », ça ne marche pas. Mais c'est ce chemin-là qui est le propre de l'éducation. Et on a voulu jouer un jeu qui, à mon avis, était, je ne sais pas ce qu'en pensera M. Bintoli-là, mais on a voulu jouer un jeu qui était de dire l'enfant est autonome, l'enfant est déjà, il a tout en lui-même, laissons-le s'exprimer, et à la limite, nous sommes juste un animateur. L'enfant a besoin d'un guide, et la situation d'enseignement est profondément asymétrique. Et en tant que nous, en tant qu'adultes, on doit assumer cette dissymétrie et arrêter de jouer à celui qui serait l'égal de l'enfant ou qui, à la limite, pourquoi pas, aurait à apprendre de l'enfant. Alain Bentolila. Si vous voulez, moi, je pense que notre devoir, le devoir du maître, je crois à l'image du maître, j'y crois profondément. Rien n'est pire, si vous voulez, aujourd'hui, que de voir dans une classe ou dans un collège un gamin qui a 12-13 ans et qui dit à son professeur « T'es qui, toi, pour me dire ce qui est beau ou ce qui est vrai ?» Je veux dire, quand on en arrive là, il est évident, si vous voulez, que la fonction même de la transmission est mise en cause d'une façon terrible. Et je vais, si j'ai quelques minutes, vous les avez. Merci, vous raconter une petite histoire. Ça nous égayera un peu. Imaginez que votre petite fille rentre chez vous, elle vous dit « Maman, la maîtresse nous a raconté une belle histoire. » Et vous l'accueillez et vous lui dites « Je t'écoute, ma chérie. » Et la petite vous dit, elle a 3 ans et demi, elle vous dit « Voilà, alors ils l'ont vue, alors ils l'ont suivi, ils l'ont attrapé, ils l'ont enfermé là-bas dedans, mais heureusement les autres, ils l'ont su. Ils sont venus la délivrer et il l'a épousée. » Et vous avez 2 solutions. Soit vous lui dites « Ma chérie, c'est formidable ton histoire, c'est merveilleux, va donc regarder la télévision. » Soit vous lui dites « Ma chérie, c'est gentil de m'avoir raconté cette histoire, mais je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. » Et là, la question est posée, elle est de savoir si le devoir de celui qui guide, celui qui prend par la main, comme vous dites, et justement d'être sincère, honnête, de ne pas mentir et d'avoir de l'ambition pour l'enfant. Le mot, à mon sens, fondamental, c'est « je veux avoir de l'ambition pour toi ». Et la mère, qui est évidemment là au moment clé où l'enfant, qui est en fusion affective avec elle, qui pense que tout ce qu'elle sait, la mère le sait aussi, il n'y a qu'une tête. Elle lui dit « Je t'aime, mais... parce que je t'aime, je te dis que tu as une intelligence et que j'en ai une autre. » Et
le problème du maître, c'est aussi d'affranchir l'enfant de lui-même. Et c'est là, si vous voulez, qu'il faut bien réfléchir à notre fonction. Moi, j'ai l'impression... Vous voyez ce que je veux dire, tout à fait. c'est très important d'avoir les deux. À la fois, je dis que ça n'est pas ce qu'il faut faire, mais je vais t'amener à prendre tes propres responsabilités et je te mets en face toi-même de tes devoirs. Tu veux me raconter une histoire ? Donne-toi les moyens de le faire. Et alors, vous aurez une chance de lui apprendre quelque chose. Sinon, le grand problème, et je finis vraiment là-dessus, le grand problème, c'est que l'enfant ne sait pas pourquoi il doit apprendre. Et s'il ne sait pas pourquoi il doit apprendre, pourquoi voulez-vous qu'il apprenne ? C'est complexe comme démarche, mais elle est essentielle. Anne Coffinier ? Il y a deux sujets différents, à mon sens. Il y a quel est le rôle du maître ? On est tous les deux d'accord sur le fait que le maître, il faut respecter même le terme de maître. Il faut arrêter d'appeler ça autrement. Un maître, c'est un maître. Comme auteur, d'ailleurs. Voilà. Un auteur est et un donc, auteur. Un maître, oui. Alors, un maître, ça a aussi un rôle qui est de faire grandir. D'accord. Et d'incarner, disons, un exemple. Et du coup, ça ouvre aussi à l'idée d'exemplarité et de témoignage. Et c'est pour ça qu'il y a une porosité. Et tout de suite, on se retrouve dans des situations compliquées. Le maître doit être exemplaire et le maître enseigne par ce qu'il est, autant que par ce qu'il dit et qu'il fait. Je suis frappé de ce que vous croisez dans votre vision de l'éducation nationale, enfin, et de l'école en général, les thèmes de l'enseignement et d'éducation. Alors, est-ce que ce ne serait pas bon, Père Longeot, de resituer les choses ? Est-ce que les écoles, au fond, sont chargées d'éduquer nos enfants ? L'éducation est un ensemble beaucoup plus vaste que simplement l'enseignement, bien entendu. Pour l'Église, la responsabilité première de l'éducation d'un enfant revient à la famille. Voilà, c'est vraiment lié au fait de mettre au monde un enfant, cet enfant un être inachevé, même en devenir, qui a besoin de se construire, de se développer, d'apprendre à découvrir le monde dans lequel il vit, auquel aussi il faut transmettre un certain nombre de valeurs, parce que l'être humain vit parce que son existence a de la signification, a du sens, et je pense que c'est le rôle alors de la famille, de l'école aussi, de donner un peu ce sens de la vie. Pourquoi vivons-nous ? Quel est le sens ? Nous sommes jetés dans le monde, nous nous découvrons ainsi jetés dans ce monde. Il faut pouvoir s'y orienter, découvrir un peu le sens de notre vie. Et donc il y a la transmission dans l'enseignement de savoir, bien entendu, qui nourrissent l'intelligence, qui lui permettent de se développer. Mais il y a bien d'autres domaines qui forment l'éducation. Dans l'Église, nous tenons à tout le domaine de la morale ou de l'éthique, si le terme la morale fait peur, mais pourquoi fait-il peur d'ailleurs ? Mais il y a tout ce domaine-là, la transmission de la foi également, qui s'adresse à une liberté d'ailleurs, et qui la reçoit ou qui la reçoit pas après, lorsque l'enfant grandit. Il y a tout le domaine des valeurs esthétiques, il y a tout cet ensemble qui s'apprend d'abord, comme vous le disiez bien, au contact quotidien dans la famille. Peut-être qu'une des difficultés aujourd'hui, c'est le nombre de dissociations, de difficultés, de ruptures familiales, sans bien entendu porter un jugement quelconque sur la personne, mais on sent bien qu'il y a quand même un ensemble de facteurs qui sont aussi liés à ce niveau-là. Donc, mais alors, est-ce qu'il y a un consensus républicain, j'allais dire universel, sur des thèmes comme ceux que vous avez évoqués, des valeurs, enfin, c'est vrai que dans les programmes, si par exemple il faut exprimer ce que serait une éducation affective et sexuelle pour tous les petits Français, on se heurte à une différenciation des valeurs considérable. Alors, c'est pas ça. L'école, la mission de l'école, ça n'est pas ça. La mission de l'école, c'est de donner une probité intellectuelle à un enfant. Quand je dis probité, moi j'aime bien ce terme. Je ne sais pas si vous aimez bien ce terme-là, mais c'est un beau terme. Développez-nous le terme. Probité intellectuelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je suis face à un texte, je prends l'exemple de la lecture, qui nous rassemble tous. Quand je suis face à un texte, je suis comme devant une balance. Sur le plateau de droite de ma balance, je mets toute l'obéissance et le respect que j'ai pour l'auteur. Il y a un homme, une femme qui a choisi des mots, qui les a mis en ordre et qui me les a adressés à moi qu'elle ne connaît pas. Elle n'a pas fait ça pour rien. Elle a fait ça parce qu'elle sait qu'elle mourra un jour. Et qu'au-delà de cette disparition, elle m'adresse un message qui fait que son esprit ne disparaîtra pas complètement. Et la fonction de l'écriture, et j'en ai une pleine conscience quand j'écris,
La fonction de l'écriture, c'est ça. Ce qui impose au lecteur une responsabilité considérable de respect. Mais, sur l'autre plateau de la balance, j'ai toute ma liberté d'interprétation, mon droit d'exégèse, mon droit d'interprétation, sans quoi la lecture n'a plus aucun sens. Eh bien, l'école doit enseigner, et je dis bien enseigner cela. Je veux dire, elle a fondamentalement à former des enfants qui sont à la fois respectueux et qui soient à la fois libres. Libres de penser, respectueux de la pensée d'un autre. Et à partir du moment où l'école fait ce boulot, elle va produire des citoyens qui pourront mieux vivre ensemble, ou qui pourront effectivement faire en sorte qu'ils ne s'en laisseront pas compter, mais ils ne seront pas méprisants. Ils ne diront pas ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire je ne te reconnais pas le droit à toi, auteur. Qui es-tu pour me proposer de lire cela? Monsieur Bentelia, vous croyez vraiment que l'enseignement Non. est capable qu'il le fait? Il doit le faire. Mais est-ce qu'il le fait? Non, il le fait. Et alors, ça ne vous gêne pas de dire des choses qui de fait, n'entrent pas dans les faits? Moi, j'ai créé un réseau aujourd'hui Ouais. qui se donne strictement pour but, et c'est pas rien, on a aujourd'hui dans le réseau Rôle 40 000 élèves, c'est pas rien, hein, depuis la maternelle jusqu'à la 5e. On a mis au centre de notre volonté pédagogique, la volonté de ceux qui travaillent avec nous, ça, c'est-à-dire la probité intellectuelle. Oui, mais sur l'aspect éducatif, vous n'avez pas répondu à sa question, si je puis me permettre. Ouais. Sur l'aspect éducatif, que vous le vouliez ou non, l'école aujourd'hui, elle éduque, ou plutôt elle anti-éduque. Alors, je suis d'accord, c'est pas son rôle, mais le problème, c'est qu'elle le fait. Alors, elle anti-éduque, ça fait va loin. massivement. C'est quoi anti-éduquer? C'est faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire, à vous entendre. Bon, d'abord, si vous prenez par exemple, vous avez pris l'exemple de l'éducation notamment sexuelle, affective et compagnie. Si vous prenez un certain nombre de circulaires, vous avez marqué sur certaines circulaires noir sur blanc que le rôle de l'école, c'est d'émanciper les enfants par rapport aux préjugés familiaux. Noir sur blanc dans ces circulaires-là. Alors, quand vous avez cette attitude-là, moi j'appelle ça de l'anti-éducation. Parce que l'enfant qui est éduqué dans cette conception des choses, c'est une espèce d'enfant virtuel. Et on s'imagine que la manière de vraiment l'éduquer, c'est à la limite de neutraliser toute forme d'enracinement culturel, historique, familiaux, et d'en faire une espèce de citoyen parfait qui en fait est la proie totale de l'État et de sa vision du monde, ou d'autres lobbies d'ailleurs. Et on nie son enracinement et le fait qu'il est avant tout un être qui naît dans une famille et qu'il a sa foi, sa culture, son enracinement national, familial, etc. Donc aujourd'hui, l'école, elle joue ce rôle éducatif ou anti-éducatif à plein. L'école n'a jamais été de dire aussi... l'école en général joue un rôle anti-éducatif. L'école, c'est divers. L'école, c'est des hommes et des femmes qui sont dévoués, qui vont tous les matins pousser la porte d'une classe. Je suis désolée. Non, mais 2 secondes là-dessus, c'est important. On pousse la porte d'une classe tous les matins et derrière, on trouve 30 enfants des autres. Et on se dit tous les jours, on fait ce pari formidable, celui que Georges Steiner appelle l'utopie concrète. On dit, ils ne sortiront pas de ma classe dans l'état exact dans lequel ils étaient quand ils sont rentrés. Et c'est un beau pari, à condition, bien sûr, que le pari soit faire grandir et non pas manipuler. Ah oui. Et oui, mais probité, enseigner la probité si on n'a pas soi-même une probité intellectuelle, mais est-ce que tous les parents du monde ont une vraie probité intellectuelle? Certainement pas. C'est le but d'une vie, ça. Est-ce que ça peut être le but d'une vie d'enseignant, comme ça peut être le but d'une vie de parent. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Eh oui. Cette liberté-là... Donc n'opposez pas les deux, c'est catastrophique d'opposer les deux. Cette liberté du professeur dans sa classe, c'est justement à ça qu'il faut le rappeler. Le professeur dans sa classe, il est libre et il est responsable. Le problème, c'est que l'État, dans sa conception de l'école publique, infantilise chaque professeur. Et lui dit, voilà votre circulaire, voilà votre programme, voilà votre formation. D'ailleurs, on va vous inspecter. Et si vous ne faites pas bien, vous n'allez pas progresser. Donc, il y a une infantilisation du professeur et on lui dénie sa liberté et sa responsabilité. Le père de Longeau... Moi, je suis d'accord avec vous, il faut renouer avec ce sens de la liberté. Le père de Longeau a demandé la parole. Ah oui, enfin... Vous l'avez. Non, mais parce qu'on parle de 2 choses un peu différentes, parce que vous êtes parti sur les questions
l'éducation sexuelle, puis après je pense C'est une qu'effectivement illustration. c'est pas professeur dans sa classe ne fait pas ça normalement, Ouais. il enseigne autre chose et voilà, je suis d'accord aussi avec vous sur enfin on rencontre beaucoup d'enseignants qui aiment bien qui aiment beaucoup leur métier et qui le font avec énormément beaucoup de passion, et je pense en faisant beaucoup de bien aux enfants. Sur la question de l'éducation effective et sexuelle, pour dire un mot là-dessus, c'est vrai que pour l'Église, c'est vraiment, ça relève vraiment du rôle des familles. Ceci dit, il faut bien reconnaître aussi, parce qu'on parle un peu de ces distinctions des valeurs en disant, bon, voilà, il y a différentes... Effectivement, sur ce domaine-là, il y a des débats très forts. Personnellement, moi, j'ai la conviction qu'il y a un certain nombre il y a un tronc commun de valeurs qui sont quand même liées à la dignité de la personne humaine, et ça qui ne dépendent pas, enfin, dans mon approche de la personne humaine, cette dignité de la personne humaine, de son corps, du respect de l'autre sexe, en particulier des femmes, tout ça, ça relève pas simplement de variables culturelles, hein. Alors il y a aussi donc, il y a d'une part le respect des familles, bien entendu, de l'éducation qu'elles donnent. Il peut arriver que dans certains cas, il peut y avoir, se transmettre de génération en génération, je pense sur la manière de traiter les jeunes filles en particulier, des choses qui méritent d'être corrigées et qui ne sont pas simplement de l'ordre simplement du respect d'une culture qui serait autre, hein. Donc c'est assez complexe parce que, à la fois, effectivement, c'est vraiment d'abord dans les familles que ces valeurs-là se transmettent. Et en préparant l'émission, je m'étais dit que j'allais peut-être dire penser que l'État doive soustraire le plus vite possible les enfants à l'influence de leurs parents pour ne pas que la famille transmette des préjugés ou reproduise n'est vraiment pas juste. Alors je suis vraiment étonné d'entendre que, enfin je veux dire, effectivement, si vous me dites qu'il y a des circulaires de l'Éducation nationale qui disent ça, effectivement là il y a un point qui est problématique. Mais en même temps, voilà, il y a aussi parfois des lieux où on n'est pas simplement dans un pur polythéisme des valeurs, pour parler comme ça, pour reprendre cette expression, où tout se vaudrait et où tout serait également respectable dans ce domaine-là. Donc il faut un peu garder aussi les deux, quoi. Oui, mais enfin, ça je suis d'accord, ça c'est le système idéal tel qu'on le souhaiterait. Mais aujourd'hui, dans l'école publique, par exemple, quand vous avez la campagne sur l'orientation sexuelle, placardée partout, on vous demande de choisir. On ne vous dit pas, vous avez une nature, parce que nous, on suppose qu'on a une nature. Oui. Mais on vous dit, vous n'avez pas de nature et vous devez faire un choix. Vous devez choisir si vous êtes homosexuel, hétérosexuel, bi ou trans. Ça, c'est catastrophique. Alors, le gamin, il est là, il se dit, oh là 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 là. Est-ce que la liste est complète? Oui. C'est pas un QCM quand même. Ah, c'est pas un QCM. Non, il peut Non, mais tout cocher. On n'a plus le droit d'être homme ou femme, mais il faudrait qu'on soit. Oui. Non mais attendez, mais je vous la porte si vous voulez. non, mais hein, c'est-à-dire, la fiche. est-ce qu'on pourrait rentrer dans le concret? C'est-à-dire Oui. qu'on demande à chaque enfant de se déterminer par rapport à C'est affiché. son orientation sexuelle? C'est affiché. J'ai jamais vu ça. Enfin, Ah, mais je je vous la connais porte. l'école, vous la aussi porte. bien d'ailleurs les écoles catholiques que je fréquente souvent sous contrat, et les écoles On publiques. vous invitera. Et les écoles publiques, j'ai jamais vu un truc pareil. Attendez, si je voyais un truc pareil, je l'arracherais et je ferais un scandale. Vous ne devez Alors, pas passer dans toutes les écoles. Pas toutes, mais, Avançons sur la quelques-unes, définition quand des même. missions de l'Église au XXIe siècle. Moi, j'aimerais bien que vous me Caricature. De disiez... l'école ou de l'église? J'ai dit quoi de l'Église? De l'école, pardon. J'aimerais bien que vous me disiez, les uns et les autres, quels sont les facteurs sociaux qui vous paraissent les plus discriminants pour justement définir les missions de l'école. Par exemple, il m'a semblé, en vous écoutant il y a un instant, que la question du métissage des cultures dans la société française semblait être, j'allais dire, un challenge, pour prendre une mauvaise expression anglaise, considérable pour notre école. Alors, est-ce que c'est pour vous la priorité, enfin, le facteur social déterminant? Y en a-t-il d'autres? Et lesquels? Mais si vous voulez, ce qui me fait le plus peur, vraiment, dans tous les groupes, que ce soit les groupes profanes, religieux, scolaires, etc., c'est l'homogénéité. C'est-à-dire, tout le monde se ressemble. Ça, c'est la pire des choses. Et je crois que s'il y a dans l'école quelque chose d'important qu'il faut garder, de même qu'on aurait dû garder le service militaire pour cela, malgré tout ce qu'on peut en dire, c'est cette capacité de rencontrer des gens qui ne me ressemblent pas. Fondamentalement, toute éducation exige que l'on soit dans un groupe hétérogène et qu'un maître soit là et qu'il dise aux uns et aux autres
parle à celui qui ne te ressemble pas, écris à celui qui te... Et je dirais, c'est le titre de mon dernier livre, c'est vraiment le dernier celui-là, parle à celui que tu n'aimes pas. Parce que je crois vraiment, si vous voulez, que fondamentalement, notre devoir, c'est de dire parle à celui que tu n'aimes pas, parce que c'est à lui qu'on doit s'adresser d'abord. Et pour une raison qui me semble aussi très importante, moi qui vénère la grammaire, c'est parce que si vous voulez enseigner une langue juste, il faut donner des défis importants. Et le meilleur des défis, c'est la distance. La pire des choses, ce qui va tuer l'enseignement, c'est la connivence. Ce qui me fait peur dans ce que vous défendez, c'est-à-dire cette possibilité de faire l'école entre soi, vraiment, c'est quelque chose qui me terrorise. Et je crois que malgré toutes ces difficultés, l'école telle qu'elle est aujourd'hui essaye de garantir, malgré la ghettoisation, malgré tout cela, elle essaye en tout cas de garantir cette capacité de ne pas se choisir. Dans une classe, on ne se choisit pas. Mais c'est un brûlot terrible ce que vous dites. Quand vous regardez comment, à son corps défendant, l'école catholique sert de refuge social dans un certain nombre de lieux. Bien sûr. Comment peut-être... mais les écoles catholiques accueillent des confessions très différentes, accueillent des gens de... La France ne cherche qu'une chose, c'est à se regrouper par type de population actuellement. C'est quand même à ça qu'on assiste. Mais ça ne veut pas dire que j'approuve. Je suis profondément contre l'idée qu'on se regroupe entre soi, parce qu'on se ressemble. Anne Coffinier, c'est une catastrophe. L'école entre soi, ça c'est pas gentil pour vous? Mais c'est tout à fait faux, surtout. Alors dites-nous pourquoi vous avez pris le slogan est bon, mais c'est faux. Cette croisade pour la création d'écoles. Oh, une croisade. Monsieur Bentolila fait des croisades, mais moi pas. Hein. Non. Parce que le terme même de croisade m'est étranger. Oui, mais moi aussi, non, c'est pour vous embêter un petit peu. Non. Alors, repartons du point de départ. Plus on est varié, plus on est différent, et mieux c'est. Bon, alors c'est parfait, la situation actuelle, elle est parfaite. À condition qu'on ait un bon chef d'orchestre. Hein. Ah, tout est là. Ministre. Oui, non, c'est le maître. C'est le maître. Mais on revient à cette idée. Mais on en revient toujours là. Oui, alors, je ne l'ai jamais abandonné, moi. Qu'est-ce qui fait la diversité entre les êtres? Est-ce que c'est qu'ils soient noirs, blancs, Non. Non, on s'en fiche. Ça. Alors, dans ce cas, moi je pense que l'altérité, la différence qu'il y a entre vous et moi, elle est probablement plus forte qu'entre moi et Mamadou, ou moi, ou Ahlen ou Ahloum. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? D'où vous allez? Non, il faut que vous développiez ça. D'où vous allez tirer le fait que l'hétérogénéité sera maximale, parce qu'on va forcément mettre des gens qui sont de religions différentes. Oui, bien sûr. Ah, mais vous avez toutes sortes d'hétérogénéité possibles. On va prendre le cas des écoles indépendantes, puisque c'est ça qui vous préoccupait. Dans les écoles indépendantes, il y a une hétérogénéité sociale très forte. Pourquoi? Très forte. Pourquoi? Parce que les gens viennent pour un projet pédagogique. Enfin, ils sont quand même dans une catégorie qui, payant des impôts d'un côté, est prête à investir pour payer une autre école à côté. Aujourd'hui, le coût... Attendez. Le coût des écoles indépendantes est en moyenne inférieur à l'argent que les Français dépensent dans les cours de soutien scolaire type Academia, Paraschool, Keep School et compagnie. Bien sûr, mais c'est pas une école, Academia. Mais oui, non, mais ça veut dire que combien de Français qui mettent leur enfant là-dedans? Il y a au moins combien de pourcents de Français qui mettent leur enfant le soir là-dedans parce qu'ils stressent dans la journée? Combien? Combien de pourcentage? Oui, mais on se dédouane comme admettons on peut de qu'il y ait ne pas jouer son rôle. Non, mais de c'est pas parent. ça. Admettons qu'il y ait 50% des Français qui mettent, et il y en a plus, leur enfant dans ces écoles-là le soir ou dans ces cours de soutien. Eh bien, ils dépensent plus que pour mettre leur enfant dans une école hors contrat. Alors moi, je dis, faisons un choix. Au lieu de le soir, d'aller refaire tout ce qui n'a pas été bien fait, en général d'ailleurs par les mêmes professeurs, mais qui cette fois-ci se font payer par des boîtes qui sont cotées en bourse. Donc au lieu de refaire ça, prenons les choses à la racine. Anne Coffinier, est-ce que vous pourriez très concrètement, dans un esprit de libéralisation du système, nous donner un exemple d'une école dont vous diriez, voilà, celle-là, elle a repoussé un certain nombre de frontières, un certain nombre d'empêchements que je diagnostique dans l'éducation nationale, Oui. Bon, je peux vous en qui ne éviter. soit pas une école de traditionnalistes forcenés, qui ne soit pas une école de... Vous voyez, quelque chose qui ouvre Qui vous rassure. et qui brasse. Alors, je vais vous en donner Non, une. qui me donne envie, qui me donne de Alors, l'appétence. si vous voulez,
demain, je peux vous faire visiter une école qui est intéressante, qui s'appelle l'école du Blanc-Ménil, qui est à Ouascal, dans l'agglomération lilloise. C'est une école qui est non confessionnelle, qui a été montée par une institutrice qui s'est battue pendant 30 ans dans le public pour essayer de faire évoluer les choses, qui, au bout de 30 ans de combat, s'est dit « Je n'arrive pas à obtenir une cohérence éducative avec une équipe, c'est-à-dire qu'il y a tel et tel professeur avec lequel je peux travailler, mais pas l'ensemble. Et donc, les enfants reçoivent sans arrêt des signaux contradictoires. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il faut une cohérence pour éduquer. Il n'y a pas de cohérence déjà entre la famille et l'école. Il n'y a pas de cohérence entre tel professeur et tel professeur. Je m'époumonne à essayer de mettre en place des méthodes de lecture, des méthodes de respect, toutes les valeurs que vous citiez tout à l'heure de manière très belle. Et je n'y arrive pas, parce que nous n'arrivons pas à avoir une stabilité dans le corps professoral, une stabilité, une cohérence dans les valeurs. Bref, qu'est-ce qu'elle a fait ? On s'est rencontrés par hasard à un colloque auquel elle participait. Et je lui ai dit, faites votre école. Faites votre école, mais elle me dit, mais vous n'allez pas respecter, ou alors vous allez vouloir qu'on fasse tel ou tel modèle d'école, ou une école bidule, une école catho, une école je ne sais pas quoi. J'ai dit, pas du tout, ça sera votre projet d'école. Vous voulez la faire confessionnelle, vous la faites confessionnelle. Vous voulez la faire juive, vous la faites juive, vous voulez la faire... C'est pas notre problème. Nous respectons votre projet d'école et nous vous aidons à le porter. Aujourd'hui, cette école est née. Donc, l'ensemble de l'école, des professeurs viennent de l'école publique. Et les professeurs accueillent des enfants extrêmement variés, aussi bien religieusement, socialement, par leur niveau, par leurs difficultés. Il y a des enfants handicapés, il y a des enfants au contraire précoces, toutes sortes d'enfants. Et les parents ne sont pas très leaders dans votre récit. Il y a un pro qui... Non, mais dans ces écoles-là, c'est toujours un tandem. D'accord. Donc il faut un directeur qui sache ce qu'il veut, qui est le professionnel, qui est recruté au début ou après, ça dépend, et des parents qui ont l'énergie motrice, parce qu'il faut une énergie extraordinaire pour créer une école. Donc si vous voulez cette école, par exemple, on peut la mettre en avant, on peut la visiter ensemble. Voilà un exemple d'école. Pas demain. Et le mouvement est lancé, 45 000 élèves, je crois, dans cette Alors, mouvance. on vient de recenser les écoles. Le guide sort, l'annuaire de toutes les écoles indépendantes sort à peu près dans un mois. Il y a 492 établissements indépendants en France. D'accord. Père Delongeau. Oui, je voulais un peu rebondir sur une chose que vous aviez dite à propos de l'école catholique, refuge social. Alors, j'espère que ça n'est pas vrai, parce que, enfin, pas vrai, c'est-à-dire, on voit bien qu'il y a un certain nombre de cas où c'est effectivement une tentation, mais je pense pouvoir dire quand même qu'il y a beaucoup d'écoles catholiques qui, justement, s'impliquent beaucoup dans les quartiers défavorisés et ont la possibilité de mettre en œuvre aussi des solutions, des pédagogies innovantes pour vraiment accueillir des enfants de quartiers défavorisés. Je crois que c'est important d'être dit parce qu'il faut éviter de réduire, je pense. Loin de moi l'idée d'en faire oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Une affirmation, mais c'est plutôt un constat mais du point de vue de la volonté des parents, plus que de l'éducation. Peut-être, mais je pense que justement, dans l'école catholique, il y a vraiment cette volonté. J'ai bien aimé le titre de votre dernier livre, qui évidemment, moi, me fait penser tout de suite à une phrase de Jésus qui disait si vous saluez que les gens qui vous aiment, ce qui, dans son langage, voulait dire que les gens de votre groupe, vous faites rien d'extraordinaire, hein, mais vous aimez vos ennemis. Alors, aimer vos ennemis, c'est pas de l'ordre affectif, et l'ennemi, c'est pas forcément celui qui me veut du mal, mais c'est précisément celui de l'autre groupe. Alors là, vous serez les fils de mon père, etc. Exactement. Et je pense que ça doit aussi orienter et être à raison d'être aussi des écoles catholiques. Alors, je voulais dire aussi une chose. Moi, je suis tout à fait pour la liberté de choix de l'école. Voilà. Mais la question, c'est... Voilà, il faut qu'il y ait une vraie liberté de choix, et donc une liberté de choix vraiment pour tous. Et justement, la question, c'est comment est-ce qu'il y a une liberté de choix pour les personnes les plus défavorisées sans revenus. Voilà, est-ce que ces personnes-là ne sont pas justement toujours obligées d'aller... Enfin, est-ce que... Voilà, et je crois que c'est ça un des points qu'on devrait discuter, c'est-à-dire, je me méfie toujours personnellement beaucoup dans un discours libéral, que j'admets par ailleurs, mais il faut toujours faire attention, c'est vrai dans le domaine de la famille, c'est vrai dans d'autres domaines, que derrière le discours libéral, il n'y ait pas la liberté pour les plus puissants et pour les plus forts et pour les plus riches d'agir à leur guise. Et que faire des plus petits, des plus défavorisés ? Je crois que c'est ça la question que l'Église peut poser sur ces questions-là, que la liberté soit vraiment réelle et pour tous. Donc ça, c'est vraiment une question que j'aimerais que l'on puisse débattre. Et je pense aussi que l'école, c'est une des choses que vous avez dites, a quand même aussi pour rôle... De préparer malgré tout l'avenir de la cohésion sociale. C'est-à-dire, est-ce que notre France va devenir une mosaïque de communautés qui aura chacun ses écoles,
Est-ce que dans certaines écoles, on va enseigner un darwinisme matérialiste et d'autres, par contre, un créationnisme le plus... et puis, tout ça va créer des groupes qui vont avoir chacun leur réseau d'écoles et qui... voilà. C'est pour ça que, personnellement, en réfléchissant à la question, je trouve bien qu'il y ait au moins une unité de programme, par exemple. Et que, avec, vous l'avez très bien dit, un même texte, ensuite, pour avoir des interprétations, il peut y avoir des différences sur un certain nombre de valeurs qu'on va transmettre. Mais, et je crois surtout, la différence va se faire dans la qualité de la relation d'enseignant à élève, plutôt que sur le contenu du programme lui-même. C'est-à-dire, il y a d'ailleurs toute une conception de la personne humaine, de l'enfant, et c'est ça qui est le point qui est important et qui peut faire qu'un des parents peuvent choisir une école plutôt qu'une autre. Anne Coffinier, vous Ouais. vouliez... Alors, c'est 2 points très importants, donc je suis contente qu'on puisse les aborder. Donc, d'abord, que le choix de l'école soit possible pour tout le monde. Alors, c'est évidemment la priorité des priorités, pour un chrétien, mais pour tout honnête homme, en réalité. Alors, c'est pour ça que notre revendication numéro 1, c'est la mise en place soit du chèque éducation, soit du crédit d'impôt. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu la quadrature du cercle. On nous dit, vous avez des écoles, dans ces écoles, tout le monde ne veut pas y aller. Bon, alors on dit, très bien, mettez en place un financement public pour que les parents puissent choisir. Ils ont le droit de choisir. On dit, non, parce qu'on ne peut pas, argent public, école publique, argent privé, école privée. Alors il faut savoir, soit on considère que seuls les riches ont le droit de choisir, soit on considère que le choix, c'est un droit pour tous, et dans ce cas-là, l'État doit être cohérent et doit le financer. Alors, ce reproche, on ne peut pas nous le faire à nous. Nous subissons une situation. Et la fondation, donc je suis la directrice générale d'une fondation, la fondation qui est reconnue d'utilité publique a pour but social, précisément, de récolter de l'argent pour faire en sorte que les tarifs de ces écoles soient les plus accessibles possibles. Donc, si vous voulez, nous pâtissons d'une situation et nous démenons pour que justement ces écoles soient le plus accessibles possible. Et on interpelle l'État pour dire, prenez vos responsabilités. Aujourd'hui, vous avez dit, le Conseil constitutionnel a dit, la liberté du choix de l'école est une liberté de valeur constitutionnelle. Et qu'est-ce que vous faites? Vous la réservez à une élite financière. Donc ça, c'était votre premier point. Le ça, deuxième, c'est le premier point. sur Le les deuxième programmes. point, sur le programme, et toujours sur l'idée de rester entre soi. Parce que c'est la grande incompréhension porte là-dessus. C'est le point le plus délicat. Et c'est un point compliqué, je vous l'accorde. Ce n'est pas du tout quelque chose à balayer comme ça. C'est le problème du communautarisme. On est d'accord, c'est ça le problème. Alors, moi, je vais partir d'une réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, il y a une réalité communautariste? Est-ce que vous notez une montée des communautarismes? Bien sûr. Bon. Est-ce que vous pensez qu'elle est liée à la montée en force astronomique des écoles hors contrat? Pas encore. Non, bien sûr que non. Je sais pas. Ça serait leur donner beaucoup de, un beaucoup peu de trop. pouvoir. Un peu trop. Bon. Quand même. Alors, moi, ce que je vois, c'est que le communautarisme est la chose la plus puissante en ce moment qui est en train de détruire le lien social et l'unité de la nation. Contre laquelle... mais vous voyez, autant, si vous voulez, je vous suis jusqu'à un certain point, et puis vous partez dans une espèce de... Alors, où ça? Analysez. La chose, enfin, le communautarisme est la chose la plus puissante. Mais non, c'est pas la chose la plus puissante. Ça existe. Il y a des tendances communautaristes. Il y a beaucoup de gens, et je pense qu'il y en a dans le public, qui ne sont pas communautaristes et qui disent vivons ensemble. Non, mais c'est pas ce que Et je veux l'antidote dire, au communautarisme, c'est l'éducation nationale. nationale, unique. Mais Enfin, est-ce qu'elle y contribue? Elle doit y contribuer, mais l'éducation nationale, elle doit tendre. C'est une tension, l'éducation. Ah oui, ça. Et nous devons nous battre. Moi, je me bats à l'intérieur de l'éducation nationale. Je veux la faire évoluer. Ça fait Je 40 ans crois qu'on dans se les... bat. Et on se battra encore pendant 50 ans. Moi, je ne serai plus là, mais Moi non d'autres plus. prendront le relais et ils diront, je ne veux pas abandonner cela. Je ne veux pas dire parce que l'éducation nationale n'est pas ce que je veux qu'elle soit. Alors, eh bien, allez-y, faites qu'est-ce qui chacun, compte? C'est faites chacun l'enfant qui votre compte. école. Et alors, C'est l'enfant qui compte, c'est pas pas le votre 40 000 système. enfants qui comptent, c'est les millions d'enfants Mais c'est pour ça. qui sont ailleurs. Et vous n'aurez jamais des millions d'enfants dans vos écoles. Mais moi, je et par pense- conséquent, vous aurez toujours une école qui sera une école de privilèges, Et d'élite. pourquoi pas
Je veux dire, pourquoi... Bravo. Ah, bah, voilà. Non, mais pourquoi pas... D'accord, on a voulez- compris. Allez, Non, allez-y. non, mais ça Non, va, mais ça c'est va, bien. ça va. c'est bien, Alain, voilà. Alain Bentelila, Ok. vous avez Ok. tout à l'heure évoqué D'accord. la question de Pourquoi l'éducation à la différence. Ô Ah, combien ouais, l'éducation à la différence. Sur la question des savoirs, face à une accélération de ces savoirs, à l'ouverture à l'infini avec Ouais. Internet, comment l'école peut relever le défi de structurer le savoir de nos jeunes et de les accompagner dans une acquisition, somme toute, assez équivalente les uns par rapport aux autres de ces savoirs? Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Un enfant n'apprend que s'il sait pourquoi il apprend. Vous avez eu Philippe Mérieux il n'y a pas très longtemps. Il y a une. Enfin, je suis souvent pas du tout d'accord avec lui, hein, mais je le redis, j'ai beaucoup d'estime pour sa culture et son intelligence. Mais il me disait quelque chose de juste. Il me disait souvent, quand j'ai des élèves, puisque c'est quand même un prof d'université qui s'est payé une année complète dans un collège à temps plein, il faut le faire. Il disait, j'ai des élèves qui me disent, monsieur, c'est quand même terrible, on nous dit toujours d'écrire et on ne nous répond jamais. Voilà une des questions, si vous voulez, qui est fondamentale dans l'école. C'est-à-dire que l'école ne sait pas expliquer à des enfants pourquoi il faut apprendre à écrire, pourquoi il faut apprendre à lire, qu'est-ce qu'ils vont en tirer, non pas de façon utilitaire, mais pour eux-mêmes. Vous disiez tout à l'heure, l'école fait grandir. Oui, elle fait grandir, mais il faut montrer aux enfants pourquoi ça les fait grandir. Question En du quoi. sens, dont on parle. Voilà, c'est le Exactement. sens. Exactement. Si les enfants n'ont pas, si on ne transmet pas aux enfants le sens du labeur, et je dis bien du labeur, parce que apprendre, c'est un labeur. Ça n'est pas, et on va se rejoindre là-dessus, ça n'est pas un plaisir. Et je me bats dans l'école pour dire, ne mettez pas le plaisir d'abord. Apprendre à lire, c'est un labeur. Et on a du plaisir à savoir lire. Et bon, alors, est-ce que parce que jusqu'ici tout le monde ne m'entend pas, est-ce que parce que jusqu'ici tout le monde ne fait pas comme je voudrais qu'on fasse, est-ce que pour autant je vais jeter les, je vais baisser les bras et dire cette école est fichue, laissons tomber et que chacun fasse ce qu'il a envie de faire? Mais c'est pas du Non. tout ça. Eh Anne ben, Coffinier, je ne il reste ferai quelques pas ça. minutes. On ne va pas focaliser uniquement sur les écoles hors contrat. Non, Non, mais on mais n'a voilà. pas beaucoup parlé. Un petit peu quand même. C'est pas une question de baisser les bras, c'est pas une question de dire vous êtes dans l'école publique, débrouillez-vous, c'est pas grave, nous sauvons les Non, non, nôtres. je dis pas ça. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce que je dis, du tout. La question, c'est comment on fait pour sortir de ce blocage. Moi, je veux bien que vous continuez à pagayer, mais en attendant, il y a des enfants qui sont massacrés par l'école publique. Vous pouvez pas dire le contraire. Regardez l'état des enfants qui sortent, regardez les enfants dans la rue. Certains, oui. Donc, quelle est la solution la plus efficace tactiquement pour pousser le système à se réformer? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et oui, Oui, mais je sais très bien, mais ces enfants qui sont massacrés, ils ne sont pas massacrés par l'école, simplement. L'école n'arrive pas à elle y participe bien. Hein. L'école n'arrive pas, si vous voulez, Passion se déchaîne. à les aider suffisamment. Mais le massacre, il est orchestré Mais c'est facile ailleurs. de dire ça et de répartir la responsabilité sur toute la Mais société. il faut le faire. Père Delongeau, C'est bien la réalité des est-ce que choses, vous quoi. pouvez, il nous reste 3 minutes, on va être clair. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle mission principale l'école catholique assume, quelle mission spécifique elle assume aujourd'hui dans la société française et a fortiori dans l'avenir, Oui. dans les années qui viennent? C'est des points que j'ai dit, que je vais reprendre très brièvement. D'abord, il y a un droit des familles de choisir leur école. Ça, l'Église le soutient, le répète. Il y a d'autre part participer quand même à un effort vraiment de toute la société d'éducation, ne pas être à part. Et donc avoir cette unité de programme dont j'ai parlé, je crois que c'est assez important dans cette optique de cohésion sociale, que je vais essayer de dire quelques mots. Je pense qu'il y a dans l'école catholique vraiment une vision de la personne humaine. Je pense qu'une des grosses difficultés aujourd'hui, ici au Bernardin, on essaie vraiment de reprendre les questions fondamentales de notre temps à partir de cette question de la personne humaine. Et on sent bien que c'est le point où très souvent nous ne sommes pas suivis, c'est-à-dire la personne humaine comme cet être qui a une origine transcendance, qui a une liberté qui a besoin d'être éduquée, en particulier éduquée, c'est-à-dire à sortir d'elle-même pour pouvoir être reliée à autrui et justement et construire des relations, et pas une liberté qui va être repliée sur elle-même. Et pour rejoindre ce que vous disiez, je pense qu'une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'on éduque beaucoup les enfants
avec un principe de plaisir immédiat. Or, le travail suppose justement de différer un plaisir immédiat pour un plaisir plus grand, mais qui est plus lointain. Et je pense qu'au point de vue culturel, et ça c'est vraiment des choses qui se fondent d'abord vraiment dans la famille, au point de départ. Anne Coffinier, votre minute de conclusion, et vous aurez la vôtre après, votre minute de conclusion sur la mission principale pour l'enseignement. Alors ce sera peut-être celui que vous... Alors, je pense que la mission principale de l'école, elle n'a pas changé. C'est la mission éternelle. C'est vraiment d'aider l'enfant à devenir ce qu'il est. Et ça passe par la transmission de savoir, c'est-à-dire en fait par l'ancrage dans une tradition. L'enfant, il n'est pas né de rien. Et les adultes ont le devoir de lui transmettre en fait le trésor accumulé par les siècles. Et c'est vrai aussi qu'il faut lui expliquer pourquoi il doit apprendre, comme dit M. Bentolila. Et pour lui expliquer, il faut qu'il soit face à des êtres responsables. Et c'était tout à fait ce que vous disiez, des êtres qui répondent. Je suis d'accord. Qui répondent de leur personne et qui s'engagent. Pas des gens qui sont des fonctionnaires au sens où ils ont reçu, ils sont dans un état d'exécution. Non, les enfants ont besoin de gens qui s'engagent personnellement par leur être, par leur parole et qui leur répondent. Voilà. Et donc, je pense que avoir de telles personnes... eh bien, ça nécessite d'avoir une structure dans laquelle la liberté et la responsabilité est fondamentale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que le cadre idéal, ce sont des structures libres. Laissez quelques secondes à Alain Bentolila pour conclure. Être fonctionnaire n'empêche rien, ne pas l'être... Anne Coffinier en a une bonne représentante en tant que normalienne. Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que l'école, fondamentalement, elle doit former des résistants intellectuels. Pour moi, c'est essentiel. Il faut former à la résistance intellectuelle pour une raison très simple, c'est que nos enfants ont à affronter un monde qui est un monde difficile, où les discours et les textes peuvent être dangereux. Et par conséquent, notre boulot, aux parents comme à l'école, avec ce travail commun, parce qu'il faut travailler ensemble, il faut absolument leur donner les moyens de réfuter quand il faut réfuter, d'accepter quand il faut accepter, de proposer autre chose lorsqu'il faut proposer autre chose, en fait, de ne pas être vulnérable et crédule. Merci, ce sera le mot de la fin. Nous l'avons vu une fois encore, l'école réveille les passions en France. À bientôt, à mardi prochain. Au revoir.